On se retrouve toujours sur cet espace Sciences et Sport avec l'INSEP, les Instituts Carnot. Alors on va voir, là vous êtes en force, le réseau Carnot, avec une nouvelle table ronde dédiée aux technologies XR, la réalité étendue, la réalité mixte au service du sport. On va évoquer ça avec vous quatre. Laura Vallard, bonjour. On se tutoie, c'est plus simple peut-être? C'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. Tu es maîtresse de conférence au laboratoire d'automatique, de mécanique et d'informatique industrielle et humaine. C'est ça, effectivement. Au Carnoir. Chloé Véry, bonjour. Bonjour. Tu es donc de l'entreprise Immersive Factory. Oui, c'est ça, étudiante là-bas. Étudiante là-bas, donc on va voir un peu tous les programmes sur lesquels tu travailles. Rémi Casanova, bonjour. Je vais dire, on ne te présente plus. Bon, tu étais là hier déjà pour faire des présentations qui ont été suivies avec beaucoup d'intérêt. Tu es maître de conférence à l'Institut des sciences du mouvement. Jules Marais, également Carnostar. C'est ça, Carnostar à Marseille, ex-Marseille Université. À Marseille, bonjour Marseille. Et Benjamin Poussard, bonjour. Tu es ingénieur de recherche XR chez M-Valor. Exactement. Alors donc là, tu es en plein dans le cœur du sujet aujourd'hui avec toutes ces recherches autour de la réalité sur le plan technologique. C'est ça, moi c'est plutôt la partie technologique qui m'anime au quotidien. Et donc je travaille à l'Institut Arts et Métiers de Laval. Ok. Voilà. Laval qui accueille chaque année un grand festival aussi autour de tout ce qui est l'objet connecté. Le Laval Virtual qui a été cofondé par notre directeur scientifique du laboratoire il y a 25 ans maintenant. 25 ans et qui est devenu un festival incontournable qui est vraiment international et incontournable. Ouais. Génial. Tu y vas souvent, j'imagine. On expose tous les ans. Vous pouvez venir nous voir, c'est dans 2 semaines. Voilà, c'est dans 2 semaines. Allez, le rendez-vous est pris. Il faut aller à Laval voir les nouvelles techno dans 2 semaines. Laura, on peut peut-être démarrer, ou Laura ou Chloé, par définir déjà ce qu'on entend par XR. On parle beaucoup de VR, la virtual reality, la réalité virtuelle ou la réalité augmentée. Est-ce qu'on peut déjà poser un peu ce que c'est la réalité mixte aujourd'hui ? Dans un premier temps, c'est encore assez mal défini à nos jours. Quand on parle de réalité virtuelle, on n'a pas forcément toutes les mêmes définitions. Et nous, dans le terme scientifique, on parle de réalité étendue. Donc dans la réalité étendue, on entend tout ce qui est réalité virtuelle, la réalité augmentée et la réalité mixte. Donc c'est bien trois technologies à bien distinguer. Et afin qu'on puisse se mettre tous d'accord sur les mots. Ok, donc on voit que c'est un mix de tout ça. La réalité virtuelle, on connaît avec les casques, on en a des démonstrations ici. La réalité augmentée, on fait apparaître des objets dans un environnement réel. Oui, c'est ça. Et puis la mix des réalités, ça va être de jouer sur ces deux facteurs et d'inclure oui, c'est ça. En fait, c'est une continuité. En fait, on a l'augmenté, la virtuelle et la mixte. En fait, c'est dans la continuité. Alors voilà. Aujourd'hui, comment on met en œuvre toutes ces technologies pour aller dans la performance du sport? Rémi, tu veux dire un mot dessus? Oui, alors il y a 2 axes à bien maîtriser. Le premier, c'est à quel point on va immerger les gens. Voilà, la notion d'immersion est extrêmement importante. Donc quand on est en réalité virtuelle, l'immersion va être très très grande. Quand on est en réalité augmentée, elle va être beaucoup plus petite. Et le deuxième axe, c'est à quel point on va pouvoir interagir dans l'application, dans la simulation. Et donc là aussi, l'interaction va être plus ou moins importante selon les applications. Dans la réalité augmentée, on va pouvoir par exemple interagir avec des objets réels, mais aussi avec des objets virtuels. Dans la réalité virtuelle, on aura beaucoup plus d'interaction avec du virtuel, avec du numérique, qu'avec des éléments réels. Mais, comme vient de le dire ma collègue, c'est une continuité. Ça peut être plus ou moins l'un ou l'autre. Et donc, on est dans la réalité mixte ou dans la réalité étendue. Alors, sachant que les effets sur le cerveau sont différents, on peut rester certainement plus de temps dans la réalité augmentée. On a un environnement réel où on fait apparaître des objets, que dans la réalité virtuelle où on sait qu'il y a, au bout d'un moment, on peut avoir un peu un brassage cognitif qui fait qu'on n'est pas très à l'aise. Il y a un peu ce phénomène-là, non? Oui, on parle de cybermalaise. Donc en fait, dans cybermalaise, on entend tout ce qui est les mal de transport, les vertiges. Et c'est vrai que quand on utilise la réalité virtuelle, on est plus sensible d'un point de vue sensoriel et cognitif que sur de la réalité mixte ou de l'augmenté. Oui.
Carrément. Donc aujourd'hui, il y a un vrai travail déjà sur ces outils-là, Oui. lequel est le plus adapté à ce qu'on veut faire. Il y a ça, et puis en fait, en fonction de la question qu'on se pose et ce qu'on veut, dans l'implication, par exemple, au niveau sportif ou au niveau de la santé, il ne va pas y avoir la même implication corticale. Et donc les processus vont être différents. L'implication aussi, tout à l'heure, on parlait avec le rugby, le côté engagé. Ça ne va pas du tout le même engagement, et donc la projection aussi dans l'environnement, avec un avatar ou pas. Et voilà, ça va entraîner plein de systèmes corticaux qui vont être totalement différents, et ça c'est vraiment en fonction de la question de recherche, question scientifique. Oui. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est là encore la qualité de l'application va être extrêmement importante, et notamment à quel point ça provoque ou non des contradictions sensorielles, parce que c'est un peu le même principe que quand on a le mal des transports et quand on voit des choses qu'on ne ressent pas, ou quand on ressent des choses qu'on ne voit pas. Il y a des conflits qui se passent. Donc selon la qualité de l'application, voilà, si on subit par exemple des grands déplacements, des grands flux visuels alors qu'on ne les ressent pas, ça peut être problématique. Et donc là, il va falloir adapter à la fois l'outil et puis l'application mise en œuvre pour pouvoir minimiser cet effet. Ok. Ouais, non, exactement. Je vais rebondir sur tout ce qui a été dit. Je vais juste rajouter ma vision. C'est que quand on parle de XR, on va chercher à mélanger de l'information virtuelle. Ouais. On va chercher à mélanger de l'information virtuelle avec le réel ou avec les perceptions de l'utilisateur. Selon le besoin, qu'il soit scientifique ou alors appliqué, on va choisir plutôt une immersion complète, ou alors on va choisir d'augmenter la perception de l'utilisateur dans le champ visuel, dans le champ auditif réel. Les facteurs après qui contribuent au cybermalaise, ou le fait d'être malade en utilisant ces technologies-là, ils sont assez connus, et on y répond de deux manières, soit par la qualité de l'application effectivement, soit par la technologie qui est utilisée pour immerger l'utilisateur. Et en fait, plus on progresse dans les développements technologiques, plus on maîtrise et moins les gens ont tendance à être malades ou sensibles à ces problématiques-là. Toutefois, il y a quand même des personnes qui restent mal à l'aise ou malades avec certaines technologies de réalité virtuelle ou de réalité augmentée. Et selon les technologies, on parlait de réalité augmentée, est-ce qu'on est moins malade? Selon les technologies qui est utilisée, on ne va pas forcément être moins malade avec la réalité augmentée. Quand on met un casque de réalité augmentée, le fait d'aller y ajouter de l'information peut nous faire aussi travailler les yeux, travailler le cerveau et nous faire sentir mal si c'est mal réglé ou si on y est particulièrement sensible. Après, il y a des gens qui sont absolument pas sensibles et qui peuvent passer des heures dans un casque sans ressentir le moindre problème. Tout à fait. Donc selon les individus, l'effet sera différent. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant. On va voir sur les applications qui ont été développées. Laura. Ouais, c'est bon. Alors ça, on est chez Immersive Factory. Chloé, peut-être tu vas pouvoir nous commenter les images parce qu'on n'a pas le son. Alors. Donc en fait là, chez Immersive Factory, c'est une boîte sur l'île où eux, ils développent des modules de réalité virtuelle pour les entreprises dans tout ce qui est domaine hygiène, qualité, sécurité et environnement. Donc ils interviennent dans des industries telles qu'elles soient, et en fait ils mettent les employés, les volontaires, dans des situations par lesquelles ils pourraient être à risque dans leur profession, pour leur faire prendre conscience des risques et ainsi d'améliorer en fait leur comment on peut appeler ça, les réactions, c'est ça. Tout ce qu'ils peuvent déclencher comme action vis-à-vis soit d'un risque, d'une situation problématique. Ouais, c'est ça. Il y a un aspect très pédagogique parce qu'on voit souvent le côté réalité virtuelle ou tout ce qui est immersif sur principalement du jeu ou de la performance, mais on le voit de plus en plus aussi se développer au niveau de la pédagogie. Et là, l'idée, c'est de confronter, sans réellement les confronter à des risques. Et par exemple, Chloé travaille sur tout ce qui est avec les nacelles, à des hauteurs et des distances très importantes, où il faut changer une ampoule. Et si on oublie de débrancher l'électricité, on se prend un coup de jus, on descend et on tombe de 10 mètres quand même. Voilà. Et on ressent cette sensation de chute.
Tout à fait. Donc ça, sur la sécurité, c'est très performant, on va dire, dans la formation, dans la sensibilisation des équipes, puisque là, ici, on est dans l'industrie, on a beaucoup d'industries lourdes ici. Eh ben, on voit que c'est une techno qui peut servir à simuler plein de situations du quotidien, même des situations extrêmement rares, plutôt que de les avoir sur le terrain, on les a sous forme de jeu ou de mise en situation. Rémi, c'est ça aussi ? Oui, tout à fait. C'est vrai que le domaine de l'apprentissage et de la formation est en plein essor d'un point de vue réalité virtuelle. Pour un aspect, c'est que tout ce qui est procédural, ça marche vraiment très bien en réalité virtuelle. Apprendre des procédures, on peut le faire en réalité virtuelle et c'est directement transférable dans le monde réel. Donc c'est extrêmement efficace. Donc ça permet de dégrossir, d'aller beaucoup plus vite dans les formations et l'apprentissage. Sans que pour le moment ça soit certifiant, mais en tout cas pour tout ce qui est formation par exemple des nouveaux employés ou des étudiants, ça peut être un bon accélérateur, ça peut être un bon outil supplémentaire par rapport à ce qui se faisait avant. Ce qu'on évoquait tout à l'heure, oui, juste avant, c'est un accélérateur de prise de conscience, de perception en fait pour les gens qui sont formés. Oui, voilà, où il y a un autre exemple aussi, c'est on est en train de développer avec Chloé, c'est plutôt tout ce qui est avec les chirurgiens en neurochir, donc qui opèrent au niveau du cerveau principalement. On va éviter de leur laisser un peu le sujet réel pour apprendre. Et là, l'idée, c'est qu'on crée vraiment un cerveau, on le décompose. Voilà, l'idée, c'est vraiment à la fois de lui montrer dans l'activité quelles sont les zones et les lobes qui sont mis en activité. Mais il y a aussi le fait de opérer très bien, mais éviter de le faire à risque ou éviter le plus d'erreurs possible. Donc autant le créer dans un environnement virtuel. Voilà, il y a quand même, on imagine que pour répéter une opération, c'est plus sympa de le faire en virtuel que de le faire en live. Avec un aspect qui est encore, on va dire, très amont, qui est tout ce qui est la proprioception, voilà, la motricité fine dans les activités comme la chirurgie, arriver à faire des gestes très très fins, avoir les retours de force, les retours haptiques de quand on fait ces activités-là, c'est encore un beau challenge qui est très actuel dans la recherche et le développement actuel. Je sais pas si je lance. Excellent. Donc là, après, on a aussi une forme de réalité virtuelle l'utilisée par le jeu. Et c'est aussi ce que cherche à développer Immersive Factory, de mettre les employés dans des situations entre guillemets ludiques pour pouvoir apprendre tout ce qui est sécurité et risque. Là, je sais pas. C'est de revenir en fait. La vidéo ne veut pas passer, mais effectivement, je vais essayer de voir. Donc après, il y a un deuxième projet dans lequel je suis porteuse, entre guillemets. Et en fait, on a travaillé avec un hôpital parisien sur la réalité mixte en chirurgie cardiaque. Donc là, c'est un dispositif utilisé par les internes. Et l'objectif, c'est de faire passer ce module-là à des étudiants en deuxième année de médecine. Parce qu'en fait, on a un constat qui fait qu'ils arrivent à la fin de leur année de médecine. Ils n'ont pas forcément encore le coût de l'opération. Et grâce à ce module, donc là c'est un prototype, mais ils envisageraient d'utiliser ce prototype-là pour les étudiants, pour acquérir des connaissances au niveau anatomie cardiaque. Et c'est un module qui a déjà été testé sur des internes, donc on commence déjà un peu à avoir de retours. Mais pour le coup, c'est une affaire à suivre parce que dans la littérature, on parle beaucoup de réalité virtuelle, augmentée. On ne parle pas encore assez de mixte, malgré tout. Et ça, je pense que ça va être révélateur de futurs ouvrages ou ce genre de choses. Bien sûr, bien sûr. On voit qu'il y a un potentiel formidable, notamment là, justement en médecine, d'avoir ce mélange entre du virtuel et puis de l'augmenté, où on fait apparaître des objets dans le casque. Et il y a aussi ce côté, ce que tu disais Rémi tout à l'heure, c'est ce côté interactif qu'on peut faire évoluer l'objet, on peut faire évoluer la situation en temps réel. Alors il y a un aspect très intéressant dans l'exemple qui vient d'être donné, c'est qu'il lie l'anatomie et l'information qu'on a sur le corps humain, mais aussi la motricité. Donc on peut se faire une idée des volumes, de l'espace, des orientations. Donc il y a un aspect motricité qui est hyper intéressant. Donc les gens sont actifs, ils vont bouger, ils vont manipuler, et ça a un impact énorme sur la formation. Donc on lie à la fois des connaissances, mais aussi de l'activité motrice qui va venir renforcer l'apprentissage. Et ça c'est extrêmement intéressant sur cet exemple.
Ouais, Benjamin, oui. je pense que ça, s'il y a quelque chose à retenir de ces aspects immersifs, quelle que soit l'application XR, c'est vraiment l'interactivité. C'est ça qui va permettre d'engager la personne dans son expérience. Et c'est ça qu'elle va retenir ou qu'elle va être impactée par l'expérience qu'elle vit. Quand on regarde là, les exemples qui sont donnés, effectivement, pour l'apprentissage, on va avoir des mécanismes très puissants qui vont nous permettre de retenir des procédures. Par contre, il faut quand même faire attention à comment on développe l'expérience, quel que soit l'usage, parce que à partir du moment où on va avoir une expérience peut-être trop ludique ou trop amusante, on va aussi pouvoir perturber l'expérience d'apprentissage et avoir au final des évaluations moins bonnes. Donc l'outil de réalité virtuelle reste un outil puissant à partir du moment où il est bien intégré et bien développé. Et il faut vraiment faire attention. Toute cette ludification de la réalité virtuelle n'est pas forcément à intégrer selon les cas. Tout à fait, ça augmente pas forcément le potentiel et des fois ça peut donner un côté un peu sympa à l'opération, Ça alors distrait. que voilà, ça distrait. Ça distrait. Comme une expérience de contemplation qui serait trop intéressante, trop magnifique, on peut se perdre dans le discours, se perdre dans l'objectif principal. Donc ça, c'est aussi à faire attention. Alors je suis totalement d'accord. Et d'ailleurs, une des idées que moi je défends, c'est de bien faire comprendre aux experts et aux professionnels qu'on rencontre que la réalité virtuelle va être un outil supplémentaire pour eux, mais que c'est eux qui restent les experts, c'est eux qui doivent maîtriser les simulations qui sont faites, les activités qui sont proposées, et que on va jamais former des gens que par la réalité virtuelle. La réalité virtuelle va être un outil à la disposition des formateurs et des experts pour pouvoir aller vers l'expertise, mais elle ne sera jamais remplacée. Donc c'est exactement la même idée qui vient d'être présentée. Alors, si on revient à la thématique du sport, aujourd'hui, le sport, on l'a vu depuis hier matin, il y a beaucoup d'applications. On parle de la réalité virtuelle, bien sûr, la réalité augmentée aussi un peu, la réalité mixte aujourd'hui ou la réalité étendue. Comment on amène cette techno dans le sport aujourd'hui? Sur quel programme vous travaillez? Alors, je vais peut-être faire une petite précision. On parle jamais nous-mêmes de dire on fait de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle. En fait, on fabrique des simulations, des applications, Oui. et la définition qu'il y en a derrière nous intéresse peu finalement. Nous, on fait des applications qui vont être les plus adaptées et efficaces possibles, avec l'immersion nécessaire, avec l'interactivité nécessaire. Donc des fois c'est de la réalité augmentée, des fois c'est de la réalité virtuelle, et puis bon après voilà. Réalité mixte, c'est quelque part entre les deux. Et donc, on joue avec ça, et ça dépend vraiment de la situation. Donc, on a vu que, par exemple, l'essor des casques, ça a été une possibilité par l'outil qui a fait que la réalité virtuelle a beaucoup été appliquée aujourd'hui. Les casques sont en train de passer un cap. Il y a Oculus, l'Apple Vision, mais aussi HTC fait de plus en plus de réalité augmentée, de possibilités de faire de la réalité mixte en fait, et ça donne autant de possibilités de faire des nouvelles applications. Donc on a vu tout à l'heure par exemple des collègues qui ont présenté des stades qu'on peut plus ou moins remplir. On peut imaginer d'aller avec les casques dans les vrais stades et puis de les remplir virtuellement. Donc on sera dans la réalité mixte à ce moment-là. Donc on sera vraiment in situ, il y aura les vrais volumes, mais il y aura peut-être au niveau visuel et sonore des choses rajoutées. Donc ça c'est des choses qui sont aujourd'hui tout à fait faisables. Mais c'est vraiment en fait extrêmement situation dépendant. Donc selon la problématique qu'on nous amène, on va donner l'application, la simulation qui correspond comme réponse. C'est exactement ça, et je pense qu'il faut vraiment raisonner sur l'usage. Quand on vient nous voir pour répondre à une problématique, nous on doit se projeter sur le fait, est-ce qu'on veut immerger la personne dans un environnement virtuel, ou est-ce qu'on veut lui augmenter son expérience? Donc si on fait le parallèle avec le sport, aujourd'hui on a plusieurs types d'applications pour de l'immersion. Donc on a vu tout à l'heure sur une conférence présenter le projet Team Sport, qui est un très bon exemple, où là on travaille sur la préparation mentale des sportifs. Donc on va les immerger dans des situations qui sont rares, qu'ils vont vivre très peu de fois dans leur vie, et qui vont avoir un impact émotionnel très fort dans leur vie, et on a envie de les préparer à ça. Donc là sur le projet Team Sport, on a parlé de rugby, donc on va mettre des sportifs de haut niveau en situation
d'événements type coup d'envoi dans un stade rempli, des supporters qui sont contre nous, qui sont pour nous, qui vont augmenter notre stress. Et en fait, le fait de vivre plusieurs fois ces situations, ça va nous préparer à mieux les vivre, mieux les accepter quand elles vont se produire en réalité. Donc pour la préparation des sportifs, là on est sur la performance sur les sportifs de haut niveau, on va avoir des usages très intéressants. Si on prend toujours sur le haut niveau, parfois on a envie de s'améliorer dans son geste ou dans sa posture. Donc on va pouvoir là non plus être sur de l'immersion, mais on va avoir besoin de faire du réel. Donc là je suis sur le réel. On travaille le geste. On travaille le geste. Alors travailler le geste en réalité virtuelle, c'est souvent très compliqué. On a du mal à améliorer la performance du geste, mais ce qui se fait, ça va être des outils d'aide. Donc il y a eu un projet typiquement il y a quelques années sur du tir à l'arc, où là on n'était pas forcément dans une réalité augmentée visuelle, mais auditive. On va avoir une correction du geste qui va être amenée au fur et à mesure selon la position de l'archer pour s'améliorer dans son geste. Okay. On est sur une forme de réalité augmentée. Il peut y avoir des réalités augmentées visuelles, auditives, multisensorielles en fait. On a vu hier une application avec le goal. Le goal qui va travailler sa posture et sa réactivité par rapport au ballon. Typiquement, ça c'est un exemple. L'anticipation, parce que sur ce type d'exemple, en fait, le goal, il a besoin d'essayer de prédire où l'attaquant va tirer en fonction de sa posture au dernier moment. Ouais. Et là, avec une immersion, il y a la possibilité de simuler une infinité de scénarios où on va pouvoir jouer sur la posture, sur le geste de l'attaquant qui va nous tirer dans le ballon. Et au fur et à mesure, on va entraîner notre cerveau à réagir à ces différentes postures. Donc là, on n'a pas envie d'apprendre au goal à plonger en réalité virtuelle pour aller chercher le ballon, ça n'a aucun sens. Mais on a envie qu'il s'entraîne à prendre la bonne décision. Donc on est encore sur de la préparation et de l'anticipation à la réactivité. On lui donne un grand nombre de scénarios et à chaque fois, il doit avoir la bonne réaction par rapport à ça. Laura, tu voulais dire. Et l'avantage de ce type de dispositif, c'est que ça nous ouvre finalement à plein d'opportunités. Et nous, en tant que chercheurs, en fonction de l'environnement qui est proposé, il y a un contrôle, on a un contrôle, on sait ce qu'on lui a proposé, on émet en tout cas des hypothèses et après l'idée c'est de voir est-ce qu'il réagit et ça fait appel à tout ce qui est un peu fondamental sur la prédiction et comment il va réagir, le temps de réaction et ça va être en lien avec la notion de performance et ça soit sur le sportif que chez le paralympique ou chez la personne handicapée. Quoi qu'il arrive, le fait de pouvoir nous chercheurs contrôler les différents scénarios, ça nous permet finalement de projeter, de dire on peut apporter la preuve que dans ce type de avec ce type de dispositif, dans ce type d'environnement, on peut effectivement amener le sujet A. Et c'est là où ça peut être le côté technique, technologique et scientifique fait vraiment le pont total. Et alors, est-ce que à chaque fois les projets sur lesquels vous travaillez, c'est des demandes des entreprises, d'une fédération, ou est-ce que vous, en interne, vous commencez à développer des outils, des fois, je pense notamment dans ce laboratoire d'automatique, de mécanique, d'informatique industrielle et humaine, donc le champ d'action, j'imagine, il est large. Il est très large, oui. Il est très large. Est-ce que à chaque fois, c'est des appels à projets, vous répondez à une demande précise, ou est-ce que vous aussi, en interne, vous dites, tiens, on va pousser à essayer de mettre en forme des solutions qu'on va pouvoir après proposer aux industriels ou on a les deux. On a les appels à projets où on cherche effectivement, par exemple avec le réseau Carnot, où on cherche à collaborer avec d'autres personnes, avec d'autres compétences. Et donc là où on va chercher finalement à travers nos thématiques individuelles ou en petite équipe, on va chercher à monter un projet avec plutôt européen ou des choses comme ça. Après aussi, par exemple, Chloé est un pur exemple des questionnements plus en interne où on se dit, tiens, à travers de ce qu'on a lu dans la littérature ou des congrès, donc c'est aussi important de pouvoir bouger et de se dire, tiens, pourquoi on ne pourrait pas jouer là-dessus, sachant que c'est des compétences que nous avons, on va essayer de le développer sur une autre technique. Et l'exemple très concret, c'est avec la création d'un cerveau dans un environnement virtuel. Ça, c'est typiquement quelque chose qui vient de notre idée. Et l'idée après effectivement c'est d'aller chercher des appels à projets parce que c'est un peu le nerf de la guerre à la recherche, c'est l'argent et donc on a besoin et puis ça permet aussi de pouvoir travailler avec des personnes plutôt ingénieurs, techniciens, des choses comme ça où on n'a pas ces compétences là. Ouais. Rémi, tu voulais dire ?
Oui, je voulais dire que, en effet, les projets peuvent venir à la fois du terrain, mais aussi du côté plus fondamental. On a des collègues qui vont faire des travaux de neurosciences, de psychologie comportementale, du contrôle moteur, et qui vont utiliser la réalité virtuelle comme outil pour fabriquer de la science, pour faire des recherches fondamentales, qui seront après utiles à transférer vers le monde sportif ou le monde industriel. Et puis il y a de temps en temps des problématiques qui viennent dans l'autre sens. On fait les deux. Et je voudrais aussi dire qu'on fait aussi des recherches sur la réalité virtuelle et sur les éléments immersifs eux-mêmes. C'est aussi une vraie question scientifique de savoir comment l'homme agit, sent, perçoit, ressent et se comporte dans ces dispositifs. C'est aussi une vraie question scientifique et importante pour l'avenir, pour répondre à des nombreuses questions qu'on a déjà évoquées, et pour savoir jusqu'où on va pouvoir aller avec ces dispositifs. Une meilleure connaissance du sensoriel pour voir comment la technologie peut s'adapter. Benjamin, j'allais y venir, c'est exactement ça. C'est que la XR, de manière générale, c'est très transversal. C'est qu'on a des gens qui font de la technique, comme moi, et on a des gens qui font des sciences humaines. Et quand je dis de la technique et des sciences humaines, c'est pareil, ça ouvre déjà à beaucoup de domaines à l'intérieur. Et la recherche fondamentale, elle se fait à la fois sur la technique et sur les sciences humaines. Quand on prend les structurations de nos laboratoires, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on est capable de faire les deux. Typiquement, si je prends l'Institut à Laval, on a une équipe d'ingénierie qui répond sur des projets très industriels ou sur des projets collaboratifs ou autres. Et on a une équipe de recherche qui va se focaliser sur des facteurs humains. Ce qui nous occupe beaucoup, par exemple, ça va être l'incarnation. Ce qu'on appelle l'incarnation, c'est le fait d'incarner son avatar, donc l'utilisateur qui va être utilisé dans l'expérience. Et ces mécaniques-là sont pas triviales, mais elles ont un impact énorme sur le ressenti de l'expérience. On vous en parlait tout à l'heure avec le projet Team Sport. Si on n'incarne pas le rugbyman, si le rugbyman n'incarne pas son propre avatar, le résultat de l'expérience va être très faible. Il faut qu'il ressente que c'est lui, il faut qu'il se sente présent, voire co-présent s'il y a d'autres utilisateurs dans l'environnement virtuel. Et ça, c'est des thématiques de recherche sur lesquelles on travaille, je pense, tous. Et c'est des thématiques de recherche qui sont même pas forcément liées à la réalité virtuelle. Comment on perçoit son propre corps, comment on va agir avec, ça se pose dans la vie réelle. Et là, typiquement, dans ces projets-là, il y a le côté neurosciences, contrôle moteur, il va y avoir aussi sciences cognitives, il va y avoir de l'ergonomie. Il y a plein d'autres thématiques qui entrent en jeu et l'idée, c'est par exemple une des questions qui avait été posée à la présentation de ce matin, c'est comment évaluer. Et très souvent, les évaluations sont après l'utilisation du casque ou de la VR. Et je pense que là, en tant que chercheur, nous, on se pose la question de comment on va justifier ou comment l'utilisateur va dire moi, je me suis senti engagé dans le jeu ou dans ce qui m'était proposé. Et donc tout ça, ça ouvre à des verrous méthodologiques, des verrous scientifiques. Et c'est le but de la recherche. En tout cas, je pense qu'ici, on est tous d'accord sur ça. C'est que ça ouvre de nouvelles opportunités, mais aussi de nouvelles questions. Tout à fait. Hier, on avait une data analyst aussi. On acquiert beaucoup de données, on l'a vu tout à l'heure dans les différentes études. C'est vrai que la réalité virtuelle, c'est à chaque fois de comprendre, de mesurer très finement les émotions, les perceptions, les gestes du sportif, puisque là on est sur le sport. Du coup on accumule beaucoup de données, il faut après les interpréter. Donc on se rend compte que ça fait intervenir entre le spécialiste de la techno, entre le chercheur, le data analyst. C'est un travail d'équipe. Qui est le chef de projet en général sur dans ces équipes, je sais pas, Chloé ou Laura, quand Bon, d'un point de vue étudiante. Oui. Non, mais c'est vrai que t'es peut-être encore un petit peu jeune sur ce genre de développement, de déploiement, mais qui va avoir la main en fait quand on a un projet comme ça un peu multiforme où il faut mettre en scène à la fois on a un entraîneur de rugby qui va venir apporter des préoccupations, une demande, on va avoir des sportifs, on va avoir quelqu'un qui va bosser sur la représentation de l'avatar, etc. On voit que pour structurer l'équipe, c'est assez compliqué ça quand même, non ? Oui, c'est compliqué. On a des projets qui vont être, on va dire, de plus petits, de faible ambition, qui vont être portés par une personne ou deux
sur leur thématique. Si le sujet, c'est un sujet de recherche, souvent c'est le chercheur qui pilote. Oui. Quand on a des projets d'envergure, moi, je vais prendre l'exemple d'un projet qu'on a qui s'appelle Jenny, où on réalise des jumeaux numériques pour la pédagogie, pour l'industrie. Là, on a un chef de projet global qui est transversal et chaque lot est porté par un chercheur. Donc on va avoir des personnes qui vont être plutôt spécialisées dans la pédagogie, donc dans l'ingénierie pédagogique, donc c'est des chercheurs en pédagogie qui vont piloter une partie et piloter leurs équipes. On a des personnes qui vont piloter la partie ergonomie ou évaluation, acceptabilité technologique, c'est des chercheurs qui pilotent. Et la partie ingénierie technologie, notre lot, là c'est plutôt des personnes de la techno, donc de l'ingénierie qui pilotent. Et à la fin, c'est un chef d'orchestre global et transversal qui pilote. Mais sur des projets de recherche, souvent c'est le chercheur qui pilote sa thématique et qui va faire appel à des équipes techniques pour essayer de l'assister dans son objectif de recherche. Tout à fait. Il faut être quand même assez polyvalent, hein, j'ai l'impression, sur ces technologies-là. Il faut avoir beaucoup de curiosité, suivre à la fois les développements techno, qu'est-ce qu'on peut en faire. Il faut voir aussi la conscience de comment la personne qui a le casque reçoit toutes les infos. Donc c'est quelque chose de très complet, on va dire, sur laquelle il faut être affûté, quoi. Ouais, le secret pour faire une application réussie, c'est d'arriver à avoir vraiment une équipe avec tout le monde qui soit vraiment bien intégré dans le process. Ce que je dis souvent moi aux partenaires qui viennent nous voir, c'est qu'ils ne peuvent pas juste faire une lettre au Père Noël, partir et recevoir un cadeau, ça n'existe pas. Il va y avoir besoin de beaucoup d'échanges, les experts du métier, de la situation, ils vont devoir donner beaucoup d'inputs, traduire ce qu'ils veulent vraiment qu'on réalise. Il va falloir que ça soit compris par les chercheurs, par les ingénieurs, que tout le monde discute ensemble, que les choix soient faits et que soient acceptés par tous. Et donc c'est vraiment des travails d'équipe pluridisciplinaires. Et donc on a besoin de tout le monde pour expliquer chacun des aspects et puis pour faire les meilleurs choix. Mais une application réussie, c'est une application où chacun des axes à apporter et à aider à la décision à chacune des étapes, quoi. Et c'est très souvent voilà, il faut beaucoup échanger, beaucoup se mettre d'accord, voilà, s'aligner. Exactement. Se synchroniser. Il faut beaucoup d'étapes de validation pour petit à petit faire l'application finale qui sera réussie. Ouais. Et par rapport à tout ce qui a été évoqué, effectivement, c'est ce qu'on appelle la fameuse recherche participative, où on centre l'utilisateur, et puis autour, ça va graviter, et ça va être les différentes compétences. Mais je pense que le terme, c'est participatif, c'est-à-dire que tout le monde a son mot à dire, à des étapes différentes, et finalement, c'est pour avoir effectivement l'application la plus performante, on va parler de ça, par rapport au sport, performance. Est-ce que des fois, il n'y a pas un petit décalage? Il faut avoir de la pédagogie par rapport aux clients ou par rapport j'imagine, une fédération qui vient vous voir, si on parle de sport ou d'industrie, un industriel qui veut développer un jumeau numérique. J'ai l'impression que du grand public, quand on n'est pas spécialiste du secteur, des fois, on a un peu une vision un peu fantasmée, on rêve un peu, on dit allez, vous allez nous faire ça, ça va être en 3 mois, on peut boucler le projet. Et en fait, vous, il y a beaucoup une question au début de pédagogie, d'enseignement sur ce qu'on peut faire, sur les étapes et tout ça. Il n'y a pas ce phénomène-là? Alors, dans le monde du sport, mais dans le monde professionnel, c'est la même chose. On peut avoir un effet waouh au début où les gens sont enthousiastes et voient énormément de choses. Mais derrière, souvent, il y a l'état déceptif qui arrive très très rapidement. Mais c'est il y a ça aussi l'application que vous avez fait? Exactement. Ah, c'est que ça. Mais il y a aussi l'autre effet, souvent quand on a parlé de formation ou quand on parle d'entraînement, il y a aussi qu'est-ce que c'est que ce truc qui va venir me remplacer. Donc il y a ça aussi sur lequel il faut travailler, donc expliquer que c'est des nouveaux outils qu'on va venir donner à disposition des entraîneurs, des formateurs ou autres, mais qui ne vont pas venir remplacer leurs compétences. Leur compétence, elle est extrêmement importante et nécessaire, et qu'on en a besoin pour fabriquer l'outil qu'il leur faut en fait. Donc voilà, c'est un vrai travail, ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. On a besoin des professionnels pour fabriquer l'outil qui va leur être nécessaire pour bien travailler. Et oui, il faut travailler sur les deux aspects, l'aspect enthousiasmant, l'aspect déceptif, et puis l'aspect qu'est-ce que c'est vraiment que ces outils et qu'est-ce qu'on peut en faire. Aujourd'hui, on en est où en termes de
toutes les technos qu'on a évoquées, Oculus, tout ça, les Américains, c'est vrai, poussent beaucoup le marché. Est-ce qu'en France, on sait qu'en termes d'intelligence artificielle, on a des très bons spécialistes et on est très bien placé là-dessus. En termes de développement de programmes comme ça, sur cette réalité virtuelle, on a des champions. On a par exemple ce festival, ça tombe bien que tu ailles régulièrement sur ce festival à Laval, où on peut prendre la température un peu quand même du marché, de tout ce qui se fait. On pense aussi aux nouvelles techno avec les drones qui amènent des dimensions un peu différentes dans le travail, dans la captation des images. On en est où ici en France ? Alors de manière générale, on a des très très bons studios. Oui. En France, on est réputé pour nos studios, que ce soit pour le temps réel, donc la 3D temps réel, les technologies XR, ou l'imagerie de manière générale précalculée 3D. Et donc c'est vrai qu'on a des très bons studios. On est réputé pour ça et on développe des applications qui sont déployées et qui répondent à des besoins. Des applications qui peuvent être sur différents secteurs, donc ça peut être quelque chose de l'expérience ludique, comme vous pouvez aller voir les expériences à Paris sur Éternel Notre-Dame par exemple, ou les Pharaons, qui sont développés en France par des Français et qui sont très bien. Mais on va avoir beaucoup de studios qui vont faire des applicatifs pour de la formation, par exemple. Immersive Factory est typiquement le genre d'entreprise qui produit des contenus pour de la pédagogie. Il y en a d'autres. Et on a aussi beaucoup d'entreprises, éditeurs de logiciels, qui vont développer des outils pour faciliter le développement et le déploiement d'applications dans la réalité virtuelle. Donc typiquement pour la formation, c'est quelque chose qui est très courant maintenant. On a des entreprises qui se sont spécialisées pour faire des éditeurs de scénarios pédagogiques. Exactement. Sur des templates, donc des formations type, et on vient changer le contenu. Donc ça c'est assez déployé, ça existe. Et l'IA, pour revenir sur l'IA, on a des solutions françaises qui se développent. Alors par contre, quand on parle d'IA, on parle de beaucoup de choses. Donc il faudrait générer, on va dire, préciser de quoi on parle. Mais il y a des technologies qui sont plus liées à de la génération de contenu, donc la 3D par exemple. Là, je connais peu de Français. Alors, il y en a quelques-uns, mais il y en a peu. Mais c'est très américain sinon. Et après, on a l'IA sur la génération de texte, les modèles de langage. Donc là, il y a un Français qui est un champion, et on a plusieurs autres. C'est Mistral, on parle de Mistral, oui, c'est ça, Mistral AI. Voilà. Et donc, ces modèles de langage, ils vont nous permettre dans les applications immersives d'apporter vraiment des nouvelles méthodes pour aller, par exemple, guider les utilisateurs. Donc, on parlait d'avatar tout à l'heure, d'incarnation. Et quand vous êtes avec d'autres personnes virtuelles dans les environnements, on va parler d'agents virtuels. Et les agents virtuels, pour leur donner de la crédibilité, une vraie... pour leur donner de la consistance, de la crédibilité. En fait, on va aller... tout le travail qui est fait sur la compréhension du comportement humain, on va essayer de l'injecter dans ces agents virtuels pour qu'ils aient des manières de raisonner, des comportements type une histoire. On va travailler sur ces personas-là et on va les faire interagir avec les utilisateurs. Et donc là, on va aller plus loin dans les applications pédagogiques. Si on fait le parallèle avec le domaine du sport, ça pourrait très bien faire des coachs aussi sportifs. Alors, sans remplacer l'expertise du coach, mais quand on veut se réentraîner à volonté dans un environnement virtuel, là, on a un avantage qui est très fort, considérable. Carrément. Les perspectives, alors maintenant, on est... Rémi, tu veux rajouter un petit mot là-dessus ? Je vais juste rajouter un petit mot. C'est un domaine qui a été longtemps drivé quand même par les évolutions technologiques. Voilà, l'outil donne quand même les possibilités. Donc on prend l'exemple d'Oculus. Le jour où ils sont arrivés et où les casques sont devenus beaucoup moins chers et beaucoup plus efficaces, ça a été un grand boom pour la réalité virtuelle.
mais c'est aussi un danger. Je donnerai un exemple. J'ai commencé à travailler dans la réalité virtuelle en 2011. Les Google Glass devaient sortir dans les 6 mois. Voilà, elles sont toujours pas là. Oui, parce que Voilà. y a beaucoup d'effets d'annonce. Exactement. Le client n'est pas le seul à rêver, les fabricants aussi se disent oui, voilà, là dans 6 mois on va vous donner une nouveauté extraordinaire et puis bon. Et donc les enjeux qui vont aussi donner les perspectives, c'est de mettre l'humain au centre. On parlait tout à l'heure de facteur humain, voilà, la prise en compte de l'utilisateur, c'est ça qui va être la clé, trouver les bons cas d'usage qui vont permettre de développer avec, à mon avis, dans le futur, 2 axes. L'axe de la réalité augmentée qui va sûrement prendre énormément d'essor dans les années à venir. On voit que la technologie commence à être efficace là-dessus, notamment aussi grâce à l'IA, parce que la reconnaissance automatique du corps, des mains permet d'aller plus loin dans la réalité augmentée. Et le deuxième axe, ça va être la collaboration. Ça vient d'être évoqué. Comment travailler à plusieurs dans des espaces immersifs. On a vu pendant le Covid que le distanciel donnait des possibilités, mais c'était aussi très très limitant. Donc voilà, est-ce que ces outils-là vont pouvoir dans le futur permettre de collaborer de manière plus efficace quand on est à distance dans des espaces immersifs. Donc là aussi, Meta a eu un peu raison un peu avant les autres. Ils ont annoncé le métaverse, ils ont peut-être avancé un peu trop tôt, mais c'est peut-être le futur d'avoir des espaces de collaboration et sur lesquels on va pouvoir voilà, travailler efficacement grâce à ces outils numériques. Donc la collaboration, c'est aussi un des axes d'avenir importants. Métaverse qui a quand même un peu du mal à s'installer. Hein. Il y avait justement, peut-être un mot sur ton parcours, puisqu'on parle du futur. Tu feras partie du futur, c'est toi qui va mettre en scène et mettre en image les prochaines applications. Tu es venu, toi, c'est une passion de départ. Tu es venu comment dans ce monde-là? Parce qu'il y a plusieurs portes d'accès. Il y a des gens qui viennent du graphisme, il y en a d'autres qui viennent de la vidéo, il y en a d'autres qui viennent dans ta formation, par exemple, tu es venu comment? Alors, moi, je viens de STAPS. Donc, j'ai fait une formation STAPS pendant 3 ans. Et en fait, moi, j'étais spécialisée dans l'activité pour tous, donc l'activité physique adaptée et santé. Donc, mon objectif, c'était vraiment d'aller dans les hôpitaux, les centres de rééducation et je vais vulgariser ça, mais faire du sport à des personnes dans le besoin. Et en 3e année de licence, il y a Laura qui a présenté un cours sur la recherche. J'ai mené un sujet de recherche sur tout ce qui était neuromarketing, donc en fait toutes les techniques qui nous forcent à consommer, le consommateur, où se situer. Et Laura elle m'a dit, si tu veux, tu peux venir dans la recherche, tu as un potentiel, tout ça. Bon, après je me suis dit pourquoi pas. Et en fait je suis rentrée en master donc 2 SAP, donc c'est sciences du sport et de l'activité physique. Et depuis, je suis dans la recherche depuis 2 ans et j'espère encore continuer dans quelques années, quoi. Bien et sûr. Au début, j'étais pas du tout axée vraiment tout ce qui était réalité virtuelle. Hein. Je connaissais de nom, mais je me suis pas forcément intéressée. Et c'est suite à un projet de recherche qui a été mené l'année dernière sur. Je voulais savoir les stratégies de visuel chez l'homme. Et en fait, on a utilisé les cases de réalité virtuelle avec des oculomètres, du eye tracking. Et ça m'a vraiment plu. Et là, encore plus cette année, puisqu'on parle de pédagogie, et ça en tant qu'étudiante, c'est quand même un sujet qui me concerne. Et voilà, quoi. C'est un parcours comme ça. Bon, voilà, bravo. Laura, comment ça se passe justement, cette transmission de vocation dans la recherche autour de ces technologies? On le voit, on peut venir de différents univers. Oui. Finalement. Oui, alors l'avantage des technologies, c'est l'effet waouh. Donc on a beaucoup d'étudiants qui viennent nous voir en disant je travaille sur ça, je travaille sur ça. On lui dit oui, très bien. Alors déjà, va mener une revue littérature, c'est ce qu'a fait Chloé. Elle s'est rendue compte de ce qui est l'existant finalement dans l'aspect scientifique. Et puis après, elle a pu un peu plus focaliser son questionnement. C'est le rôle aussi d'enseignant-chercheur. On a 50% d'enseignement et dans notre 100% finalement. Et c'est le but aussi, c'est de montrer un peu ce qu'on fait d'un point de vue scientifique
scientifiques dans nos cours, et puis de dire regardez, c'est accessible, vous pouvez vous poser des questions. Et effectivement, à travers ce cours-là, Chloé a fait partie. Il y a eu 2 étudiantes qui ont accroché en disant moi je leur ai dit allez-y, vous pouvez, vous verrez. Et puis finalement là on est en train de chercher à déposer un projet pour qu'elle puisse continuer en thèse et puis qu'après elle fasse aussi son petit bonhomme de chemin dans le monde de la recherche. Et c'est de la vocation. Après, quand on est passionné, on arrive très facilement à transmettre aussi le message. Et donc il y a des étudiants qui accrochent. Je pense que Rémi, ça te parle fortement. Alors, On déjà, rappelle, Rémi, tu as une équipe, toi, tu as 11 personnes avec toi ou non, une dizaine sur la plateforme de réalité virtuelle, Oui. oui, on est une dizaine à travailler tous les jours. Oui. On est dans un labo de 150 personnes. Dans une faculté STAPS aussi. Voilà, les formations STAPS sont des très très bonnes formations pluridisciplinaires, très appliquées où les gens viennent par passion souvent. Voilà, le sport, ça a cet avantage qu'on aime le domaine dans lequel on est et ça fait des gens après très impliqués et très passionnés. Donc les formations STAPS gagne à être connu sur ce point de vue-là. On peut faire, on doit même faire STAPS et après pouvoir faire de la recherche, de la technique et des technologies du numérique de très haut niveau. Voilà. Et donc oui, ça fait des équipes avec des gens généralement très impliqués dans le domaine qui est celui de l'activité physique, du sport ou de l'activité humaine en général, quoi. Ouais. Et à ce niveau-là, justement, donc, pour revenir à la thématique, la technologie avec le sport, les JO, depuis 2 ans, peut-être en amont, là, ont apporté beaucoup de sujets de recherche. On l'a vu là depuis hier matin, on a eu un défilé de beaucoup de gens, des Carnot, de l'INSEP, qui ont eu des missions à développer, à déployer sur de la recherche par rapport aux JO pour préparer mentalement les sportifs, pour s'occuper de la voile. On l'a vu hier. Il y a eu justement un effet d'entraînement avec les JO que vous avez perçu, vous, en interne. Oui, on va être très clair. Le fait que, en plus que Paris accueille les JO, oui. Tout à l'heure on parlait des appels à projets. Effectivement, les thématiques depuis 4-5 ans là, tournent autour du sport. Et donc, si on est chercheur au niveau du domaine sportif, oui, ça a été un pont pour nous. En tout cas, là, on a vu se développer des appels à projets génériques, type ANR, des choses comme ça, qui sortent sur la performance sportive, dédiée aux sportifs de manière générale. Après, j'espère que ça va continuer aussi dans le temps, parce que après les JO, y a les sportifs, ils vivent encore, ils travaillent encore. Donc voilà, c'est toujours un peu le problème de la recherche, où il y a des vagues. Et j'espère que cette vague, comme on parle de voile, j'espère que cette vague va continuer et qu'on va pouvoir surfer, nous, là-dessus aussi, et qu'on puisse savoir, parce que c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est l'argent, c'est important pour nous, c'est ce qui nous fait vivre et qui nous permet de développer et d'aller chercher des collaborations avec des entreprises. Et en même temps, on peut se dire qu'à chaque fois, l'actualité va booster un secteur. On a beaucoup parlé de ces technologies dans l'industrie, effectivement, les jumeaux numériques, la formation. On a vu dans le médical beaucoup d'applications. Et le sport, cette occasion des JO a certainement ouvert de très nombreux domaines de recherche pour que dans le futur, on applique aussi ces technos au monde du sport, dans la proprioception, dans plein de sujets finalement. Je parlais tout à l'heure d'un des enjeux des sciences du numérique, de mettre l'utilisateur, l'homme au centre, et le sport, c'est vraiment un excellent modèle pour ça. Dans le sport, l'homme est au centre de l'activité et on peut, grâce au sport et au sport de très haut niveau aussi, montrer avec quelle précision on peut aller dans les études et qu'est-ce qu'on peut apporter à toutes les autres activités humaines, et donc aller appliquer nos recherches dans le monde de l'industrie très très facilement. Moi je crois beaucoup à mettre l'utilisateur, l'homme, au centre des activités, et je pense que voilà, tout ce qu'on a montré ici sur ce stand tout au long de ce salon peut être transposé dans l'industrie. On l'a vu tout à l'heure en formation, mais on peut le faire dans d'autres domaines. On a des travaux par exemple dans la maintenance aéronautique, dans le pilotage, dans plein d'autres activités qui sont centrées autour de l'homme et qu'on va pouvoir améliorer, étudier et faire passer des caps. La maintenance aussi, un énorme secteur, ça, pour la réalité augmentée. Énorme secteur pour réparer
à distance un moteur d'avion. Ça, c'est un vrai sujet à la maintenance qui est boosté par ces technologies. Comme on est sur un salon industriel. Au niveau des usages industriels, il y a énormément de choses à la fois en maintenance et en formation. Hein. Je pense que le nerf de la guerre pour l'industriel, c'est aussi d'avoir des opérateurs qui soient formés, qui soient opérationnels sur leur ligne. Donc il y a énormément de sujets. Et là, je pense que presque chaque cas d'usage industriel peut être différent. Il y a des choses qui reviennent, mais chaque cas d'usage est quasiment différent et nécessite des développements différents. Sur la maintenance, il existe des choses. Il y a eu beaucoup de projets, il y a eu beaucoup de recherches, il y a eu beaucoup de faisabilité technologique. Il y a eu beaucoup de déceptions aussi, parce que c'est compliqué. C'est compliqué à la fois de déployer des technologies qui soient utilisables et utilisées pour les industriels sur ce secteur de la maintenance. Et c'est compliqué aussi de comprendre les mécanismes sur les humains qui vont utiliser ces technologies, sur leur manière de comprendre ou sur leur manière de réutiliser on va dire ce qu'ils ont appris dans l'usage des technologies sur le cas d'usage. Donc si on est sur de l'immersif, il va falloir transposer. Donc là sur les procédures, on en a parlé tout à l'heure, ça marche bien. Quand on est sur de l'accompagnement en réalité augmentée, là on est sur des problématiques beaucoup plus complexes d'assistance. Donc il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui sont déployées, mais c'est vraiment dépendant du cas d'usage. Et il faut à un moment donné mesurer l'apport de la technologie par rapport à un cas d'usage. Il y a des choses qui marchent très bien, d'autres qui marchent moins bien. Parce que pour une action simple, il y a des fois, ça demande beaucoup de développement, de déploiement technologique. Alors, voilà, ouais. Pour faire un truc très simple, à la fin, on se dit, tiens, so what, quoi. Est-ce que ça valait la peine de développer tant de choses ? C'est le retour sur investissement. Voilà. Ça, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut travailler avec la personne qui vient avec un besoin. C'est de dire, on peut faire des choses. Après, selon l'investissement, il faut voir s'il y a une valeur ajoutée par rapport à ça. Donc excellent. Encore, il y a des choses qui marchent très bien et des choses qui marchent beaucoup moins bien. Bon, un domaine qui est en pleine évolution, en pleine mutation maintenant. Eh ben, merci à tous les quatre d'avoir apporté votre expertise sur cette thématique.